Alors, pour passer, effectivement, je vous présente notre camarade Fabrice Olivet, qui vient d'arriver. Il y avait une bombe. Il y avait une bombe à gagner, justement. Bon, il en est sorti vivant, tant mieux. Alors, effectivement, on a beaucoup abordé aujourd'hui cette intervention judiciaire qui a à la fois un impact sur l'exercice de l'activité clinique, et c'est là-dessus que je reviendrai vers toi, Jean-Pierre, à la fois comment se manipule cet équilibre fragile entre une injonction et effectivement une invitation, un accompagnement à l'adhésion à quelque chose qui peut être de l'ordre du soin. Je pense que c'est là-dessus que je reviendrai vers toi tout à l'heure. Pour donner la parole d'abord à Sud, Fabrice, qui est directeur général de Sud, et Jean-Maxence Régnier, qui en est le président. Aujourd'hui, Sud qui a porté un combat qui est à la fois du point de vue des usagers qui ont envie de se soigner, mais aussi des citoyens qui sont consommateurs de stupéfiants et qui n'en sont pas malades et qui ne demandent pas à être soignés. Comment aujourd'hui vous dressez l'évolution de ce qui a pu émerger en contour, en détour de cette application de la prohibition en France qui, je le rappelle, commence à être une exception à la française, comme la laïcité certainement. Bon, donc, j'aimerais... T'as prononcé le mot-clé, là. Jean-Maxence, et puis je reviendrai à Fabrice. Ah, donc tu lui donnes la parole. Oui, c'est un piège. Ah oui, c'est vrai. C'est le président. D'accord. Non. Bon, je commence alors. Ça ne te vexe pas, Fabrice? Non, mais c'est le président. Ce serait bien de préciser pourquoi on intervient à deux à ce moment. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Katia, de cet exposé très, très riche et très précis sur la situation et le regard juridique. Et merci Jean-Pierre et Alain pour ces introductions. Mais juste quelques mots avant de laisser la parole à mon camarade Fabrice. Moi, j'ai été aussi assez sensible à ce que vous avez dit l'un et l'autre, et c'est ressorti aussi des propos de Katia Dubreuil. Je constate que vous parlez depuis une salle qui s'appelle Sous-sol à Opélia, et j'ai l'impression, sans du tout négliger l'énorme travail intellectuel, social, pratique, associatif, juridique qui a été fait depuis 50 ans, j'ai l'impression malgré tout qu'on est encore dans les sous-sols d'une certaine façon, et vous l'avez dit en partant de There is no alternative. Moi j'ai l'impression que ce sujet-là, il y a une forme de forclusion très forte et qui malgré tout demeure. Et ça pose question, et combien d'auditions publiques, combien de commissions, combien d'articles, combien d'échanges, de colloques, de séminaires depuis 50 ans sur ces sujets, avec des pointures, des gens intelligents, et puis beaucoup d'expériences concrètes, réelles, appliquées. Et malgré tout, et même dans les dernières expériences que Katia décrivait, Bobigny, il y a toujours un petit côté interstitiel, c'est-à-dire on glisse quelque chose qui serait alternatif à la prohibition, on la fait exister, mais ça reste une bulle. Et même si cette bulle est très importante et qu'elle a constitué des avancées extrêmement fortes, et ça, je trouve que ça nous interroge. Vous l'avez dit en introduction, moi j'ai suivi 2 campagnes politiques de près sur ces questions-là, mais c'est de semaine en semaine, quand on se rapproche du pouvoir, que le discours anti-prohibitionniste se renforce pour finir par s'installer. C'est typique. Et en général, les candidats qui finissent président sont plutôt ouverts à ces questions, disons, jusqu'à 8 semaines avant le premier tour, et ça se ferme, et quand ils accèdent au pouvoir, c'est fermé. Ça, c'était une première chose, et je pense qu'une des difficultés, c'est que ce travail depuis 50 ans, qu'il ne s'agit pas de battre notre coulpe, mais c'est vrai qu'on n'a pas entièrement réussi, il repose sur à la fois sur des enjeux de liberté publique, à la fois sur des enjeux sanitaires, et à la fois sur des enjeux d'ordre public
et plus politique qu'il est finalement pas si facile que ça d'articuler les uns aux autres. Ensuite, deuxième point qui est un peu demain, puisque c'est l'objet de la journée, c'est sur la question des modèles alternatifs, bon, qui est vraiment une question très importante. Alors c'est vrai que chez Assud, d'un côté, les avancées sur le cannabis, on les voit, enfin les avancées, si elles se produisent efficacement, on les voit bien sûr d'un bon œil, mais Katia l'a rappelé, malgré tout, on pense, puisqu'on est dans une logique de changement de catégorie, on continue à penser dans le cadre mental idéologique de la prohibition. Hein, puisqu'il s'agit en fait de faire passer un produit d'une catégorie illicite à une catégorie licite sous certaines conditions, et comme on l'a vu ailleurs, en passant, même si ça paraît pas forcément logique, par la case médicaments dans un premier temps. Et nous, évidemment, chez Assud, je pense que Fabrice ne me déjugera pas, on a une approche toute drogue illicite aussi qui nous paraît importante. Et puis, sur la question des modèles alternatifs, là, c'est effectivement, il y a un enjeu, parce qu'aujourd'hui, on voit des modèles étatiques comme en Uruguay ou des modèles plus de marché libre comme aux États-Unis. Et moi, je me demande de manière plus personnelle s'il ne faudrait pas aller chercher des cadres juridiques spécifiques pour certains types de produits qui, justement, échappent au fonctionnement traditionnel et peut-être pour essayer de comprendre ce que serait un marché régulé, d'avoir un statut particulier pour ces psychotropes hein, qui ont des effets particuliers, puisqu'on voit qu'on imagine aussi les difficultés que ça peut sur lesquelles ça peut déboucher si on les remet entre les mains d'acteurs économiques qui auront d'abord comme objectif le profit. On a vu que les gens du tabac, de l'alcool ou même du médicament pouvaient tout à fait faire passer des enjeux publics comme secondaires par rapport à la recherche de profit. Donc là, il y a un enjeu intéressant. C'est pour ça que, par exemple, c'est des modèles particuliers, mais les cannabis social club ou des choses comme ça, ce sont des pistes intéressantes. Et il y a certains marchés dans lesquels il y a ces formes de régulation. Je pense, par exemple, à la prostitution, où par exemple, on ne peut pas faire commerce du corps d'autrui avec le proxénétisme, par exemple. Et puis le dernier point, c'est sur Assud. Et là, j'ai entendu beaucoup de choses qui allaient dans ce sens-là. Nous, chez Assud, on lutte au fond contre cette déchéance de citoyenneté qui est impliquée par la loi de prohibition et qui empêche, dans une large mesure, les acteurs de s'emparer de cette question et les patients aussi de le faire, en essayant d'articuler un domaine dans lequel on est légitime aux yeux de l'État, qui est la démocratie sanitaire, sous le versant, disons, patient, à un enjeu sur lequel il y a effectivement une confrontation idéologique et une logique de plaidoyer, c'est-à-dire la démocratie tout court, puisqu'au fond, l'autosupport hein, se ramène d'une certaine façon au fonctionnement démocratique, à la possibilité de décider ensemble. Et puis peut-être dernier point, je pense que même l'opposition sous-jacente à la question au volet médical, c'est-à-dire malade bien portant, elle n'est pas forcément évidemment le secteur sanitaire a énormément fait avancer les choses, mais de manière oblique, hein, à l'occasion de certaines pathologies qui n'étaient pas directement liées aux addictions, comme le sida hier ou la Covid aujourd'hui. Mais cette distinction malade bien portant, je pense qu'il faudrait la dépasser, parce qu'on voit que c'est plus complexe que ça, en particulier dans le champ de l'usage des psychotropes et des éventuelles addictions que ça peut entraîner, pour aller vers une approche de santé au sens large, sachant qu'évidemment, il y a un continuum entre les usages récréatifs non pathologiques et les usages risqués ou addictogènes. Voilà
les quelques éléments un peu plus généraux et politiques que j'avais envie d'introduire au nom d'Assud, en me réjouissant évidemment qu'il y ait tout ce travail fait dans le champ du judiciaire, que dans ce champ-là aussi, avec les dernières expériences qui ont été évoquées, on cherche à penser différemment. Mais voilà, ma question, c'est comment faire éclater cette bulle dans laquelle on a réfléchi et dans laquelle où il y a un relatif consensus, mais qui n'arrive pas à percoler complètement dans l'espace public. Merci Jean-Maxence. Fabrice, je pense que dans la suite de ce que dit Jean-Maxence par rapport à cette déchéance de citoyenneté, c'est vrai qu'en entendant Katia Dubroy évoquer l'inscription au casier judiciaire, on ne peut pas s'empêcher de penser aux travaux de Michel Alexandrov sur la couleur de la justice, la façon dont la guerre à la drogue a aussi participé à une forme de disqualification sociale et citoyenne de beaucoup de monde. Mais avant d'arriver à cette question, tu voulais repréciser l'intérêt de ces binômes d'intervention là-dessus. Je te vois venir. Non, mais bon, enfin, c'est parfait qu'on intervienne comme ça alternativement. Tu peux enlever ton masque. Puisqu'on est. On peut enlever pour parler, oui. Ah, d'accord. Encore une chose qu'on a enfin le droit de faire. Non, puisque à la Sud, on prétend représenter les gens qui veulent se soigner et les gens qui ne veulent pas se soigner. Et donc, c'était bien qu'on puisse incarner ces deux figures. C'est lequel? Alors, je vous laisse. Je laisse le suspense. Entier. Entier. Total. Entier. Pour vous laisser deviner lequel incarne lesquels. Mais non, mais c'est une question très sérieuse, parce que tu l'as dit tout à l'heure, qu'on veuille se soigner ou pas, de toute façon, on a la même réponse. On a la même réponse, on a cette déchéance de citoyenneté. Et moi, ce qui m'emmerde le plus dans ce qu'a dit Jean-Maxence en partie, c'est effectivement à quel point la succession d'arguments extrêmement pertinents concernant la santé publique et la nécessité de prendre en charge depuis la réduction des risques, 30 ans. Je pensais à la commission Orion, je repensais aux journées Bernard Kouchner, au début des années 2000, je crois, en 1997, quand il était aux manettes, qui s'est terminé par une recommandation générale de dépénaliser de l'ensemble du secteur, où, quelle que soit son histoire avec la réduction des risques, sa réponse, je me souviens, je cite mot à mot, c'était « ne faites pas les malins ». Ne faites pas les malins, parce que lui, Bernard, il était tout près là, de ce que Jean-Maxence a décrit, là, tout près des marges du pouvoir. Alors en fait, moi, mon opinion, qui commence à être un peu ancienne, c'est que la santé, ça sert à rien en termes d'arguments. Ça ne marche pas. Pire que ça, je pense que pour la plupart des usagers, c'est un argument anxiogène. C'est un argument anxiogène pour ceux qui veulent se soigner comme pour ceux qui ne veulent pas se soigner. Parce que très souvent, c'est lié effectivement à des processus de contrôle social, de prise en charge. Il y a l'industrie des médicaments qui, dans le cadre de la dictologie, prend sa place. Et on voit d'ailleurs aux États-Unis les dégâts que ça peut faire. Donc voilà, je suis très long parce que finalement, l'idée générale que je retire de ces presque 30 ans de militantisme, c'est qu'il faut changer le curseur. Et c'est valable pour les magistrats aussi. C'est qu'au pire, la réduction des risques, elle a un petit effet, on va dire, comment je vais dire, de charité, auprès de l'opinion publique, je parle. Au pire, on s'est dit que bon, c'est vrai qu'il vaudrait mieux pas être trop brutal, mais les 3 mois de prison pour le cracker SDF, c'est sûr et certain que ça n'a aucun impact sur le citoyen quand il s'agit de changer la loi. Et qui plus est, l'ensemble de la répression, elle s'abat maintenant sur des questions de trafic. Et là, je reviens à Michel Alexandre. Parce qu'effectivement, une centaine de gens incarcérés, mais globalement, j'en parlais avec Christian Begnagdar hier, en fait, la majorité des gens, maintenant, sont incarcérés pour des histoires de détention,
et de trafic, pas pour des histoires d'usage. Et là, il y a le déport qui se fait sur une partie de la population bien ciblée. D'ailleurs, tous les discours de Darmanin, de Monsieur le ministre de l'Intérieur, portent sur cette question dont on voit bien qu'elle fait émulsion maintenant dans la société française, des soi-disant territoires perdus de la République. Alors, comment changer ça? Il y a des modèles, hein. À l'étranger, il y a des modèles, notamment aux États-Unis. J'entendais que récemment, dans l'Oregon, qui plus est, ils ont décriminalisé aussi la cocaïne, c'est-à-dire que c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans une séquence normalement négative. C'est nous en France qui sommes particulièrement scotchés. Et cette séquence internationale, à mon avis, elle se fait sur un argument, c'est l'incarnation de la demande. L'incarnation de la demande de drogue. Alors c'est vrai que c'est passé par le cannabis. Moi je pense que ça peut passer par le cannabis thérapeutique. Parce que je pense aussi que l'incarnation de la demande, ça pourrait être la demande de soins. Mais une demande de soins qui soit équilibrée par par une forme de légitimité de la demande de drogue. S'il n'y a pas de légitimité de demande de drogue, la demande de soins, elle sera toujours d'abord refusée par une majorité des usagers, encore une fois, qui la verront plutôt comme un truc anxiogène, et sinon comme un pis-aller charitable par l'ensemble de la population. Donc voilà, moi je ne peux pas vous dire autre chose, hein, c'est que cette incarnation de la demande, il faudra qu'elle passe par des processus qui sont plutôt des processus de l'ordre des sciences sociales, de l'économie, de la sociologie. C'est en train d'avancer, hein, de ce côté-là. Je pense qu'il y a de plus en plus, justement, dans l'audition de la commission, là, il y a beaucoup de gens qui viennent des sciences sociales, un peu moins de la santé que d'habitude. Et encore une fois, malheureusement, je pense que tous nos arguments, y compris la réduction des risques, ne serviront pas à faire changer cette loi. Merci Fabrice.